Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo. Aujourd'hui, à l'occasion des 20 ans de Meilleur du Chef, je vous propose de réaliser la Charlotte poire caramel. Alors c'est une recette qui est au site depuis quelques années, qui a vraiment un très grand succès, que vous aimez beaucoup réaliser chez vous. Donc j'ai décidé de la faire aujourd'hui en vidéo, en y apportant quelques petites modifications pour y apporter beaucoup plus de goût surtout au niveau de la poire. Alors pour commencer, si vous êtes à la saison de la poire, comme c'est le cas actuellement, là maintenant lorsqu'on est en train de tourner cette vidéo, je préfère utiliser des poires fraîches. À défaut de poires fraîches, vous pourrez utiliser des poires au sirop que vous achèterez dans le commerce. Alors pour les poires fraîches, j'utilise des poires comices. Vous pouvez utiliser une autre variété, c'est vous qui choisissez, selon la variété de poire que vous préférez. Et on va commencer par réaliser un sirop. Donc, qui dit sirop dit eau plus sucre. Donc, on va mettre à chauffer l'eau et on va y mettre tout de suite le sucre en poudre. Alors, bien sûr, vous retrouverez toutes les proportions dans la recette illustrée qui se trouve donc sur le site et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc, on va rajouter une gousse de vanille. Ici, j'ai une gousse de vanille Tahiti, d'où son côté charnu, à savoir qu'une gousse, pour savoir reconnaître sa fraîcheur, il faut qu'on puisse faire un nœud avec la gousse, tout simplement, sans que celle-ci se casse. Donc là, vous voyez, elle est très souple, donc je peux faire un nœud. Si celle-ci commence à être un petit peu trop cassante, c'est que votre gousse commence à être un petit peu ancienne et qu'elle a séché. Donc c'est pas pour autant qu'elle n'est pas bonne à utiliser, mais elle aura perdu pas mal de ses grains. Donc, je commence par fendre la gousse en deux, puis je gratte l'intérieur. Donc, la vanille Tahiti est toujours beaucoup plus charnue que la vanille Bourbon, par exemple. Et là, tous les petits grains qu'on peut voir ici sur le couteau, je vais les rajouter donc dans la casserole. Et je vais rajouter également la gousse à l'intérieur, qu'elle s'infuse au maximum. Pendant que on laisse faire le sirop, je vais donc éplucher mes poires. Donc vous prenez des poires pas trop mûres, pas trop vertes non plus, hein, attention. C'est possible avec une peau pas trop abîmée, c'est-à-dire pas trop tachée, de façon à avoir une chair de poire qui est relativement propre, sans tache. Et on épluche donc tranquillement donc, ces petites poires avec un éplucheur à légumes. Je vais le faire comme ça, voilà. Donc là, j'utilise 5 poires et j'ai un sirop sur une base de 1 litre d'eau. Alors pour améliorer le goût du sirop, on pourrait y ajouter, mais ça c'est une question de goût, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vous le dis si vous le faites à la maison. Vous pouvez y rajouter en plus des épices, genre badiane. Donc la badiane, c'est de l'anis étoilé. On pourrait y rajouter également un bâton de cannelle. On pourrait y ajouter des zestes d'agrumes, donc citron et orange. On pourrait y rajouter également du 4 épices ou 5 épices. Donc ça, c'est une poudre qu'on trouve tout près à l'emploi. Vous en rajoutez un petit peu dans le sirop. Et ça va vous apporter beaucoup de saveurs, beaucoup de parfums en plus. Attention cependant à ne pas masquer le goût de la poire, donc à ne pas trop charger non plus en épices. Il faut qu'on est sur une Charlotte poire caramel, il faut quand même qu'à la dégustation, on sente bien le goût de la poire. Alors je vous disais en introduction que j'ai modifié un petit peu la recette d'origine. Donc j'ai rajouté un confit de poire justement dans cette recette pour sentir bien ce goût de poire. À la base, nous étions seulement sur une mousse, c'est plus une bavaroise au caramel avec des morceaux de poire à l'intérieur. Là, on va retrouver donc cette bavaroise au caramel avec un insert fait d'un confit de poire. Donc on aura vraiment le bon goût de la poire comme si c'était une poire fraîche et également des morceaux. Donc voilà, mes poires sont épluchées. Maintenant, on va les couper en deux. On va pouvoir retirer le trognon.
Alors on va aller assez vite parce que la poire s'oxyde à l'air libre, donc elle risque de noircir rapidement. Donc je retire la partie centrale, le trognon. J'attends que mon sirop entre à ébullition. Et quand ça sera le cas, je pourrai donc rajouter mes morceaux de poire dans le sirop. Alors une fois que les poires seront plongées dans le sirop, on va les laisser cuire à frémissement pendant 10-15 minutes. À savoir que la poire doit rester entière, elle ne doit pas se mettre en compote, donc il faut garder quand même un œil dessus. On va la laisser refroidir ensuite dans le sirop bouillant. On va les sortir de la casserole, mettre dans un bac de ce type-là, un bac blanc, et on va le laisser donc refroidir dans le sirop. Et à savoir que ces poires peuvent être faites à l'avance, donc vous pouvez les faire par exemple la veille, qu'elles aient le temps de bien refroidir tranquillement. Et aussi à savoir que si les poires sont mal pochées, c'est-à-dire pas assez cuites, ben, elles vont noircir. Si elles sont bien cuites, elles vont rester blanches comme le fruit cru en fait. Voilà, si elles noircissent, c'est que c'est un manque de cuisson. On peut également rajouter dans le sirop un petit jus de citron ou un demi-citron pressé et vous mettez le demi-citron dans le sirop également. Ça peut se faire. Voilà, donc le sirop va pas tarder à être prêt. Il a juste le temps d'éplucher les poires, le sirop est quasiment prêt. Voilà, bon, l'ébullition est obtenue. Donc maintenant je vais réduire mon feu parce que ce que je veux c'est du frémissement. Alors le fait de rajouter des poires dans le sirop, ça va calmer l'ébullition tout de suite. Donc je les mets. Et ensuite, on va ramener donc à frémissement et maintenir donc un frémissement. Il ne faut pas mettre trop de poires, il faut que les poires restent immergées dans le sirop, qu'elles baignent bien dans le sirop pour éviter bien sûr qu'elles s'oxydent et qu'elles noircissent donc en surface. Donc au début, on n'hésite pas à bien les immerger comme ceci avec une cuillère, une fourchette ou la pointe du couteau. Je remets mon feu au maximum pour revenir vers un frémissement. Et on va pouvoir les mettre de côté et les laisser donc se pocher tranquillement. Pas d'ébullition, juste un frémissement. Et on va continuer donc la recette en ayant ça de côté, en gardant un œil dessus et en contrôlant surtout la texture, en plantant un couteau de temps en temps jusqu'à ce que la poire soit bien tendre et que le couteau rentre facilement. Attention à ne pas atteindre l'état de purée, donc de compote. Voilà, l'ébullition est là, donc je baisse mon feu de moitié à peu près. Ici, j'ai ma vanille que je peux un petit peu éparpiller, voilà. Et on laisse de côté. Bien, étape suivante, donc je répète, nos poires sont ici sur le côté en train de cuire tranquillement à frémissement. Là, nous allons faire donc le confit de poire. Pour faire notre confit de poire, il nous faut de la purée de poire. Alors ici, j'ai choisi la purée de poire de la maison Ravi Fruits. Il nous faut également du sucre. Il nous faut également de la pectine NH. Alors, pectine NH qu'on ne peut pas remplacer par autre chose. On cherche à avoir vraiment une gélification bien spécifique, donc un petit peu type marmelade. Et si on commence à changer de gélifiant, on aura une texture trop ferme, trop cassante avec l'agar-agar par exemple. Avec la gélatine, on aura une texture beaucoup trop gélatineuse, beaucoup trop flan en fait. Et moi, je préconise la pectine NH. Sachez que c'est une pectine qui est très utilisée en pâtisserie. Je vous recommande d'en avoir un petit pot à la maison dans votre placard. Ça se conserve très longtemps, bien qu'il y ait une date limite de consommation sur l'emballage. C'est un produit sec, donc si vous dépassez la date, ça n'a aucune incidence et le pouvoir gélifiant restera le même. Donc, on va commencer par faire chauffer notre purée de poire.
Alors pas trop fort, on est sur une purée, donc une purée épaisse, vu que la poire on obtient une pulpe et non pas un jus. Donc si on fait bouillir trop fort, ça va commencer à gicler partout, on va s'en mettre partout, sur le plan de travail, également sur soi-même. Donc je vais faire chauffer tout doucement. Je vais rajouter environ 90% du sucre. C'est vraiment de l'approximation, on ne pèse pas. Et le sucre restant qui est ici, je vais le rajouter avec ma pectine NH. La pectine NH doit être rajoutée dans la purée, mélangée à du sucre pour éviter la formation de grumeaux. Si on venait à la mettre pure, vous aurez des grumeaux qui ne pourront plus être dissous par la suite. Alors là, je vais mélanger pour que le sucre fonde et je vais laisser monter en température tout doucement. Pendant ce temps, je prends un cercle inox diamètre 14 cm, c'est un cercle à mousse, et je vais obturer donc un des deux côtés du cercle avec du papier film. Un papier film que je viens donc positionner dessus et que je viens tendre donc sur le cercle pour que le film adhère bien donc sur le pourtour du cercle ici et qu'on ait donc un fond, on donne ainsi un fond à notre cercle. Donc la partie obturée est ici dessus, donc je retourne mon cercle, la partie obturée se retrouve dessous et je vais positionner donc le cercle avec la partie obturée dessous, hop, ici sur une plaque. Alors cet insert peut être réalisé également à l'avance, c'est même conseillé parce qu'il va falloir le congeler. Donc vous pouvez le faire la veille, l'avant-veille. Si vous vous organisez un petit peu pour faire cette charlotte, vous pouvez l'étaler sur 2-3 jours. On va faire également tout à l'heure un biscuit cuillère que vous pourrez faire également la veille. En fait, vous voyez, il y a différentes préparations. On les fait tranquillement à la maison. Le lendemain, on peut faire le montage. Et ensuite, on termine le gâteau et on pourra le déguster. Donc, ma purée de poire chauffe tranquillement. Je vais augmenter un petit peu la température. Et dès que je vais être vers les 50 degrés, dès que je vois les premières fumées en fait qui s'échappent de ma casserole, alors des fumées blanches bien sûr, ça veut dire que ça chauffe. Vous voyez, ça éclabousse, donc il faut faire attention. Je vais pouvoir ajouter donc ma pectine. Voilà, là je suis à 50 degrés. Je n'attends pas d'avoir l'ébullition. Donc je rajoute mon mélange sucre-pectine. Je mélange bien. Et là, je mélange sans discontinuer. Je vais aller jusqu'à l'ébullition et maintenir cette ébullition pendant environ 1 minute pour activer les propriétés de la pectine. Cette minute de cuisson est primordiale pour avoir la gélification. Si vous vous arrêtez à ce stade-là, par exemple, il n'y aura pas de gélification ou une gélification très légère et ça ne sera pas suffisant. Alors le risque, c'est qu'en coupant votre gâteau, lorsque vous le servirez à table, mais que toute la purée de poire s'écoule parce que la gélification n'aura pas eu lieu. Donc, on cherche à avoir le bouillon, on y est. Et là, je maintiens donc la cuisson pendant 1 minute minimum. Si on veut être tranquille, on peut pousser jusqu'à 1:30 voire 2 minutes. Voilà, on laisse cuire tranquillement. Alors bien sûr, vous préparez votre cercle avec le film sur le dessous à l'avance. Là, j'ai besoin de mes 2 mains, donc vous ne pourriez pas le faire pendant que la purée de poire cuit, par exemple. Voilà, on a l'ébullition. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà, on a toujours tendance à faire des charlottes à la poire qui sont toujours accompagnées de chocolat. Là, on a voulu changer un petit peu la recette et avoir quelque chose d'un petit peu différent avec non pas du chocolat qui accompagne notre poire, mais plutôt du caramel. Donc ça change un petit peu des saveurs qu'on rencontre habituellement. Voilà, je vais sortir donc ma casserole du feu.
Et je vais pouvoir verser donc ma purée de poire dans le cercle. Voilà, on obtient donc une épaisseur d'environ un bon centimètre, à peu près. Je rappelle, on est sur un cercle de diamètre 14 cm. Peu importe la hauteur du cercle, tant qu'on a un cercle suffisamment haut, ça pourrait être un cercle à tarte, un cercle à entremets, peu importe. L'important, c'est que le dessous soit obturé et qu'il fasse 14 cm pour entrer dans notre cercle de charlotte qui sera de 18 cm au final. Donc à ce stade de la recette, on met ça au congélateur. Alors, on attend un petit peu que ça refroidisse, que la fumée s'arrête. On filme le dessus avec un papier film et on le met au congélateur, toujours protégé dans le congélateur pour éviter les échanges de saveurs entre les différents aliments que vous stockez dans votre congélateur. Et ça, vous pouvez le garder pendant 2-3 jours, donc vous le faites à l'avance tranquillement à la maison. On se retrouve dès que c'est prêt. Bien, étape suivante, nos poires sont toujours en train de cuire tout doucement sur le côté. Nous allons faire le biscuit à la cuillère. Donc pour ceux qui voudraient passer par exemple un CAP en candidat libre, c'est une technique à savoir, ça pourrait faire un petit rappel. Sinon c'est une technique qu'on a déjà vue et revue, mais c'est toujours bon de la revoir pour bien l'ancrer dans les mémoires. Donc il nous faut des jaunes d'œufs, des blancs d'œufs, du sucre, j'ai 2 pesées identiques. On va s'en servir à 2 moments bien précis, et également de la farine classique. Ordinaire, c'est de la type 55, et de la fécule de pommes de terre ou de maïs, à savoir de la maïzena. Donc là aujourd'hui, j'ai fait moitié-moitié parce que j'avais les 2 ingrédients dans ma cuisine. Donc j'ai mis moitié fécule de pommes de terre, moitié maïzena. Mais que vous mettiez que l'un ou que l'autre, vous aurez le même résultat. On va commencer par mettre donc les jaunes d'œufs dans la cuve du batteur et on va y rajouter le sucre. Avant ça, je voulais vous dire d'allumer votre four à 170 degrés, four à chaleur tournante. Pensez à bien le préchauffer, qu'il soit vraiment chaud au moment d'enfourner le biscuit. Le biscuit, une fois réalisé, ne pourra pas rester sur le plan de travail à attendre à attendre tout simplement. Il faut l'enfourner immédiatement. Donc, je verse mon sucre sur les jaunes d'œufs. Et là, je me dépêche de mettre mon fouet parce qu'il ne faut pas laisser le sucre en contact avec les jaunes sans qu'il y ait le mélange, sans qu'il soit mélangé. Donc là, on va on va battre, pendant quelques minutes jusqu'à ce que la préparation blanchisse, prenne du volume. Alors, je vais mettre mon batteur à vitesse maximum et on laisse battre. Voilà, nos jaunes sont bien montés. Nous sommes à 3 minutes de batteur environ. Donc on va retirer la cuve et la laisser de côté pour le moment. Je vais la remplacer par une seconde cuve. Alors à la maison, si vous n'avez qu'une seule cuve, n'hésitez pas à transvaser les jaunes battus dans un cul de poule. Nettoyez rapidement la cuve sous l'eau froide pour qu'elle reste froide à température ambiante, hein, et pouvoir poursuivre. Essuyez-la bien. Par contre, on va battre des blancs d'œufs. Les blancs d'œufs sont assez fragiles, c'est-à-dire que si la cuve n'est pas propre, on risque d'avoir des blancs qui vont monter moins bien, ou voire pas du tout. Donc attention à ça. On va pouvoir verser donc maintenant les blancs, qui sont des blancs tempérés, c'est-à-dire à température ambiante. Si vous avez des blancs qui ont maturé, c'est encore mieux. Donc maturés, qui ont vieilli pendant quelques jours au frigo. Alors pour les faire maturer, il faut clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune. Vous mettez les blancs dans un petit récipient avec un couvercle et vous les laissez vieillir pendant 3-4 jours dans votre frigo. Sachez que des blancs se conserveront jusqu'à 3 semaines dans un frigo. C'est à partir du moment où les œufs sont très frais à la base, ce qui n'est pas du tout la même chose pour les jaunes. Les jaunes ne vont se conserver que 2-3 jours. Si vous gardez les jaunes d'œufs entiers, vous avez réussi à ne pas les percer, vous les mettez dans du lait. Sinon, vous les mélangez avec une fourchette et vous les couvrez. Vous pouvez mettre même un petit papier film au contact sur le dessus pour éviter qu'une croûte se forme. Mais les jaunes vont se conserver 2-3 jours, tandis que les blancs jusqu'à 3 semaines. En partant, je précise, avec des œufs très frais à la base. Si vos œufs sont déjà vieux, ils auront du mal à rester bien dans le frigo. Donc, je reviens sur mes blancs. Je les ai mis dans le batteur. Je vais
on va commencer à les battre. Donc on les bat jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux, donc jusqu'à ce qu'une mousse se forme en surface en fait, et que ça devienne blanc. Et là au fur et à mesure on va pouvoir y rajouter notre sucre en poudre en 2 ou 3 fois. Pendant ce temps, je vais tamiser les farines. Alors déjà on va rajouter le sucre. On va laisser mousser les blancs. Voilà, et lorsque les blancs commencent à mousser comme c'est le cas ici, je peux me permettre de rajouter donc un premier tiers de sucre. Je laisse monter. Vous voyez, je n'ai pas le batteur à vitesse maximum. Là, je suis à vitesse 6 sur une échelle de 10. C'est pas la peine de les battre à vitesse maximum. On cherche à avoir des blancs qui restent relativement souples. Voilà, le sucre que je viens de mettre, c'est bien réparti. Je peux en rajouter une seconde partie. Et enfin, la troisième partie. Et donc pendant ce temps, je vais tamiser mes poudres, comme je vous disais juste avant. Donc farine et fécule. Alors ça c'est vraiment pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux lors de l'incorporation. Voilà. Je contrôle mes petites poires au passage. Tout se passe bien. Dès qu'on a fini le biscuit, on revient sur les poires. On va les mettre à égoutter. Enfin, à égoutter. On va les débarrasser avec le sirop et les laisser refroidir dans le sirop. Voilà, ma meringue ou mes blancs serrés sont prêts. Mes blancs en neige. Je vais pouvoir arrêter le batteur. Alors je suis sur des blancs qui ne sont pas trop montés justement, comme je vous le disais. Voilà, j'obtiens donc un bec d'oiseau. Gaëtan, si tu veux te mettre, voilà, un bec d'oiseau, vous voyez, le bec qui tombe ici vers le bas. Je ne veux pas avoir une pointe qui reste bien droite, ça voudrait dire que les blancs sont vraiment trop montés. Et là maintenant, on va faire le mélange final en fait. On va donc mélanger nos poudres dans les jaunes montés au sucre et on va incorporer progressivement les blancs en neige. Alors les poudres, je vais les mettre dans ma préparation jaune plus sucre en une seule fois. Et là, je vais pouvoir commencer le mélange donc délicatement. Et avant même que les poudres soient entièrement incorporées, je vais commencer à y mettre une partie de mes blancs. Alors pourquoi je procède ainsi? Pour éviter de trop mélanger ma préparation de base. Si j'attends que mes poudres soient entièrement mélangées et pour incorporer mes blancs, j'aurais fait retomber la préparation ou j'aurais perdu quand même pas mal de volume. Je me suis embêté à incorporer de l'air en battant les jaunes et le sucre au départ. Et si je mélange trop, je vais tout faire retomber. Donc, en procédant ainsi, je commence à incorporer mes blancs tout en finissant d'incorporer mes poudres, donc ma farine et ma fécule. Et encore une fois, avant même que mes blancs soient entièrement incorporés ici, je vais rajouter le restant des blancs. Et ainsi, je vais finir de faire le mélange de tous les éléments en même temps.
Et là, j'aurais vraiment optimisé le côté volume de ma préparation. J'évite ainsi que tout retombe et d'avoir une texture trop molle et qui ne va pas du tout cuire correctement. Voilà, je prends quand même soin d'aller vérifier au fond qu'il n'y ait pas de bloc de farine qui soit resté. Je prends le soin qu'il n'y ait pas non plus de blanc d'œuf qui ne soit pas mélangé. Vous voyez, en procédant ainsi, en ayant des blancs d'œuf relativement souples, j'obtiens une préparation qui est très homogène en texture. Je n'ai pas des gros blocs de blanc monté qui ont du mal à s'incorporer parce que justement les blancs montés sont souples, ils ne font pas bloc. Voilà, donc quand on arrive à ce stade-là, je répète, votre four doit être chaud. Et là, il ne faut pas traîner, il ne faut pas attendre une demi-heure avec la préparation dans la cuve. On va transvaser tout ça dans une poche à douille. La pâte ne peut pas attendre, contrairement à d'autres pâtes en pâtisserie. Voilà, je verse donc ma préparation dans la poche à douille. Si la poche à douille n'est pas assez grande, on le fera en 2 fois. Ça, c'est pas grave du tout. Alors, je vais pouvoir rajouter ce qu'il faut. À la maison, si vous avez des poches à douille pas trop grandes, vous faites en 2 fois. C'est pas un problème. Alors, en 2 fois, ça ne veut pas dire d'utiliser 2 poches. Une fois qu'elle est vide, vous la remplissez. Et voilà. Ensuite, je vais prendre une plaque à pâtisserie que je vais recouvrir avec un papier sulfurisé. Alors là, je suis sur un format 40 par 30 cm. Donc, pour fixer mon papier sulfurisé sur ma plaque, je mets un petit peu de matière grasse, dans la bombe à graisse que j'utilise couramment, que vous connaissez. Et là, je viens donc positionner mon papier. Ainsi, il est mieux fixé que s'il était donc libre sur la plaque. Et là, je vais venir donc pocher mon biscuit donc en faisant des lignes parallèles qui se touchent sur la plaque. Je vais pocher ça donc sur la longueur. Alors, attendez, je ne suis pas du tout gaucher, donc je vais faire comme ça, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Alors je fais un trou à peu près, vous voyez, à la caméra. Hop. Voilà, on va y arriver. Un trou d'environ 2 cm de diamètre. C'est pas la peine d'utiliser une douille ici. Et là, je vais pouvoir donc pocher directement ma préparation. Alors je vais d'un bout à l'autre de la plaque pour avoir vraiment suffisamment de biscuits. Ce biscuit va nous servir à faire tout le tour de la charlotte. Alors un peu sur le principe d'une cartouchière, sauf que on ne va pas le faire façon cartouchière. Et il va nous servir également pour faire le fond de la charlotte. C'est pour ça que je vais bien d'un bout à l'autre de la plaque. Et j'y vais tranquillement, que les boudins de pâte soient bien réguliers, soient bien parallèles. Et voilà. Maintenant, je vais venir saupoudrer mon biscuit de sucre glace. Alors, je suis assez généreux, déjà parce que le biscuit va venir humidifier la première couche de sucre glace. Donc, cette couche va disparaître. Et je veux qu'après la cuisson, il reste du sucre glace visible. Donc, je suis assez généreux.
comme ceci. Voilà. Et là, je vais pouvoir l'enfourner donc pour une quinzaine de minutes à 170 degrés. Alors, le temps de cuisson pouvant varier d'un four à l'autre, je vous suggère de bien rester devant votre four, de mettre une minuterie, commencer par 13 minutes par exemple, et au bout de 13 minutes, vous voyez le résultat que vous obtenez, si ça convient ou pas. Donc là, nos poires sont quasiment prêtes. Donc je passe directement à la poire parce qu'il ne faut pas non plus les laisser cuire plus qu'il ne faut. Donc on revient dessus. Vous voyez, elles sont un petit peu translucides en surface. Si je vérifie la cuisson avec un couteau, mon couteau va se planter très facilement dans la poire. Donc c'est signe que la cuisson est terminée. Donc je vais prendre un bac et je vais les débarrasser donc dans ce bac. Où je verse vraiment tout. Et je laisse donc les poires immerger dans ce sirop et je les laisse refroidir comme ceci. On peut les retourner pour avoir la partie plane qui soit plus immergée, sinon ça a tendance à sortir un petit peu du sirop. Voilà. Donc je les mets avec la partie plane en dessous. Et là, on les laisse donc refroidir tranquillement. Si vous les faites à l'avance à la maison, vous les laissez refroidir et après vous les mettez dans le frigo. Un papier film au contact sur le dessus et dans le frigo. C'est là que vous allez vous rendre compte si vos poires sont bien cuites, si elles sont suffisamment cuites. Si elles ont tendance à noircir, même dans le sirop, lors du refroidissement, c'est que vos poires ont manqué de cuisson. Si vos poires restent toutes de la même couleur, sans aucun problème, c'est que vos poires sont cuites à cœur et qu'elles sont parfaites. Voilà, on se retrouve donc tout à l'heure, déjà pour la sortie de cuisson du biscuit, et puis pour la suite de la recette. À de suite. Bien, notre biscuit est cuit. Donc 15 minutes dans mon four. Donc voilà le résultat que l'on obtient. Et je vais donc le transférer immédiatement sur une grille pour un refroidissement optimal. Toujours mieux de le mettre sur grille pour qu'il y ait de l'air qui passe en fait en dessous et que le biscuit refroidisse beaucoup plus facilement. Et ça évite également qu'il y ait de la condensation, de la vapeur en fait qui se dégage sous le biscuit et que ça humidifie le biscuit et que ça le détrempe. Voilà. Donc on laisse ça sur le côté refroidir et on se retrouve pour la préparation suivante. Nous poursuivons avec le bavarois au caramel. Bon, pour ce bavarois, donc qui dit bavarois dit base crème anglaise. C'est une crème anglaise qui est collée donc avec de la gélatine dans laquelle on va venir y incorporer une crème fouettée, une crème montée. Donc pour faire cette bavaroise au caramel, il nous faut une base de caramel qu'on va réaliser tout de suite. On va faire un caramel donc à sec avec du sucre qui est ici dans le récipient. On va faire la crème anglaise ensuite avec les jaunes d'œufs, une petite quantité de sucre qui est ici également et le lait. Et pour coller notre crème anglaise, nous avons de la gélatine. Donc j'utilise la gélatine en poudre, c'est ce que je préfère utiliser de nos jours, c'est plus pratique, avec de l'eau d'hydratation qui est de l'eau du robinet ou de l'eau minérale tout simplement, qui correspond à 6 fois le poids de la gélatine en poudre. Une fois ces deux éléments réunis, on obtient une masse de gélatine. Masse de gélatine que j'ai réalisée à l'avance car il faut la laisser reposer pendant au moins 15 minutes pour que les grains de gélatine aient le temps de bien s'hydrater. Donc ça, mélangé, nous donne ceci. Donc ça, je le mets de côté. Donc la masse de gélatine est prête, elle peut rester sur le plan de travail. On peut faire, généralement les pâtissiers qui font beaucoup de production dans leur laboratoire, font des grosses masses de gélatine, donc des gros récipients, et ensuite ils viennent puiser dedans leur gélatine. Sachez que si vous le faites à la maison, alors pas en grosse quantité, mais si vous hydratez votre gélatine à l'avance, vous ne pourrez pas la conserver plus de 24-48 heures dans le frigo. C'est un milieu très bénéfique pour la prolifération microbienne. Donc c'est d'ailleurs là-dessus que les cultures sont faites dans les laboratoires d'analyse médicale. Donc évitez de conserver une gélatine hydratée trop longtemps. À l'état sec, elle ne bouge pas, mais une fois humidifiée,
ça se transforme très rapidement. Donc 24-48 heures maximum au frigo. Donc on va commencer par faire un caramel à sec. Donc un caramel à sec avec la grosse quantité de sucre qui est ici. Donc je vais faire chauffer ma casserole et je vais donc y ajouter mon sucre progressivement jusqu'à ce que celui-ci se transforme en caramel. Alors à sec parce qu'on n'y met pas du tout d'eau. Donc je vais commencer par faire chauffer d'abord ma casserole à blanc, c'est-à-dire que le fond soit bien chaud, et je vais pouvoir y ajouter petit à petit mon sucre. Alors le sucre, je le rajoute par petites doses. Je mets un léger voile au fond de la casserole. Donc en chauffant, il va se transformer en sirop. Puis de ce sirop, il va se transformer en caramel. Et progressivement, au fur et à mesure que le sucre se transforme, on rajoute du sucre jusqu'à ce qu'on ait mis la totalité du récipient ici. Alors, je ne mets pas le feu non plus trop fort pour ne pas que le sucre se transforme en caramel trop rapidement. Sachez qu'un caramel trop brun donnera un caramel amer. Et ce n'est pas du tout le but d'avoir une bavaroise avec de l'amertume. Donc je vais rester assez vigilant sur la couleur de mon caramel, ne pas trop le pousser en cuisson. Donc là pour l'instant il ne se passe pas grand chose, c'est normal. Il faut laisser le temps que ça chauffe, mais ça va venir assez rapidement. Voilà, le sirop est en train de se former progressivement. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image, j'en doute, mais vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte. Donc sur tout le pourtour de la casserole, le sirop se forme et progressivement, voilà, le sucre, je vais vous montrer vite fait à la caméra du dessus. Voilà, on se rend compte qu'il y a le sucre qui fond et qui se transforme donc dans un premier temps en sirop. Et progressivement, ce sirop va donc se transformer en caramel. Et je vais y rajouter progressivement mon sucre restant. Il commence à colorer très légèrement sur le côté de la casserole ici. Et là, je vais pouvoir commencer à saupoudrer à nouveau avec du nouveau sucre. Celui-ci va s'incorporer beaucoup plus rapidement, étant donné que le processus de fonte est déjà bien amorcé. Je vais me réduire un petit peu mon feu pour ne pas que ça aille trop vite. Donc attention, jonglez bien avec votre plaque. Si vous avez un feu au gaz, c'est encore plus compliqué à bien gérer. Donc vous mettez à tout petit feu, vous faites très attention. Et lorsque le caramel commence à se former, on peut se permettre de mélanger avec une spatule pour incorporer le sucre plus rapidement et pouvoir rajouter donc du nouveau sucre. Voilà, tranquillement, on procède ainsi. Voilà, j'attends qu'il fonde un petit peu, qu'il redevienne bien liquide. Donc tous les morceaux qu'on peut voir au fond de la casserole vont se dissoudre progressivement. Ça, c'est pas un problème. Alors, le caramel continue à cuire, donc il continue à foncer progressivement. Et je rajoute le restant du sucre que j'incorpore également avec ma spatule. Voilà, notre caramel est formé. Les derniers grains de sucre vont bien se dissoudre. Et là, je vais aller jusqu'au degré de cuisson qui me convient. Alors, je ne vais pas le mesurer, je vais le faire à l'œil. Mais surtout, je ne vais pas aller sur un caramel trop brun, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, quand le sucre est entièrement fondu, on le voit à l'œil. Je vais décuire mon caramel, c'est-à-dire stopper net sa cuisson, en y rajoutant un petit peu d'eau. C'est pour ça que j'ai un petit récipient avec de l'eau ici. Voilà, je montre rapidement à la caméra
donc mon caramel. Et là maintenant, je vais le décuire en rajoutant un peu d'eau. Donc je stoppe le feu, je mélange. Et je sors donc ma casserole du feu pour que mon caramel cesse de cuire. Et voilà. Alors l'eau, c'est la valeur de 5-6 cuillères à soupe, pas plus. Voilà, on va laisser donc le caramel de côté, tranquillement, et on va poursuivre avec la crème anglaise. Alors, on va garder la plaque de cuisson. Et on va mettre donc le lait à chauffer. Alors je vous montre rapidement le caramel, vous voyez, il a vite débulé et là il est en train de refroidir. Alors le fait d'avoir ajouté de l'eau, ça va nous permettre de garder un caramel liquide. Si je l'avais laissé décuire tranquillement, en le sortant du feu tout simplement, il aurait débulé et puis il va se durcir en fait et devenir dur comme un bonbon. En fait, le fait d'avoir ajouté de l'eau, ben, on va garder quelque chose de vraiment bien liquide. Autre ingrédient pour cette bavaroise au caramel qui n'est pas présent ici, c'est de la crème montée. J'en ai parlé tout à l'heure. Elle est dans le frigo. Il faut qu'elle soit bien froide pour pouvoir bien la monter tout à l'heure. Alors pendant que le lait chauffe, je vais mettre mes jaunes d'œufs dans un cul de poule. Je vais y rajouter le sucre restant et je vais blanchir donc ces deux éléments ensemble. Alors je mélange bien jusqu'à ce que le sucre soit entièrement incorporé aux œufs. Quand je dis incorporé, ça veut dire ça sous-entend fondu. Il ne faut plus que j'entende des petits grains de sucre avec le fouet quand je frotte sur le fond du récipient. Donc je mélange bien comme il faut au fouet. Mon lait est en train de bien chauffer, il commence à fumer légèrement. Donc on reste à côté pour éviter qu'il ne déborde. Mon caramel est ici, il est froid, vous voyez, il a bien l'aspect liquide. Donc je pourrais bien le récupérer et bien l'incorporer à ma bavaroise. Voilà, le lait va entrer à ébullition dans quelques secondes. Donc je le verse sur mon mélange jaune d'œuf sucre. Bien sûr, je le verse en mélangeant pour éviter la coagulation des œufs. Je mélange bien. Et je vais venir donc reverser le tout dans la casserole du lait. Et là, nous allons procéder à une cuisson à la nappe. Alors la cuisson à la nappe, c'est la technique de cuisson de la crème anglaise, qui est une cuisson où il faut atteindre environ 82 degrés, tout en sachant que l'œuf coagule à 85-86 degrés. Donc le tout est de faire épaissir la préparation sans pour autant obtenir des œufs brouillés, c'est-à-dire obtenir des œufs coagulés et des grains dans la préparation. Donc, j'ai baissé mon feu, là je suis sur une puissance de 6, je vais même me mettre un peu moins, puissance de 4, et je cuis dans ma crème en la mélangeant sans arrêt et en passant ma maryse sur toute la surface de la casserole de façon à ce que ma crème soit constamment en mouvement. Il ne faut pas la laisser immobile, il ne faut pas s'absenter de la cuisine à ce moment-là. On reste très prudent, très vigilant. Et petit à petit, on va se rendre compte que la crème va s'épaissir très légèrement. Et si elle s'épaissit correctement, que la cuisson à la nappe est réussie, on aura quelque chose qui va rester bien lisse en texture. Alors, un petit indice pour vous dire que la crème est prête. Vous avez vu, il y a beaucoup d'écume à la surface de ma crème anglaise. Et au fur et à mesure que la cuisson se fait, cette écume disparaît. Alors, à partir du moment où l'écume n'est plus du tout présente, c'est déjà un bon signe, comme quoi la crème est quasiment cuite. Pour assurer votre cuisson,
vous pouvez utiliser un thermomètre sonde que vous plongez donc dans la préparation pour contrôler la cuisson. La température à atteindre est de 82 degrés. Mais le fait d'utiliser un thermomètre ne nous empêche pas de mélanger. Il faut toujours mélanger constamment et avoir vraiment une cuisson bien homogène et bien progressive. Ce n'est pas une cuisson qui se fait en 20 secondes. C'est pour ça que je mets ma plaque à feu très doux et progressivement, la température monte très lentement à l'intérieur de la casserole et ma coagulation se fait donc très doucement. Voilà, il y a encore un petit peu d'écume. Je me rends compte à la texture en faisant comme ceci qu'elle est encore un petit peu liquide. En fait, la crème anglaise, lorsqu'elle est cuite, elle doit bien napper la spatule. Donc là, sur du blanc, c'est un peu difficile à voir, mais sur une spatule en bois, par exemple, ou une spatule de couleur, vous allez mieux le voir. Il faut que votre crème anglaise nappe bien donc, la spatule. Et en faisant un trait avec le doigt comme ceci, il faut que le trait reste bien présent, bien visible. Donc, tant que ce n'est pas le cas, c'est que votre crème n'est pas assez cuite. Donc, je me rends compte que la cuisson avance correctement, puisqu'elle s'épaissit, la crème s'épaissit progressivement au fil des minutes. Mais lorsque je fais le test avec le doigt, je me rends compte que je suis encore un petit peu liquide. Donc, je reste très prudent. Et je prolonge ma cuisson encore un petit peu. Voilà, surtout on mélange sans arrêt. Alors, généralement, on dit qu'on fait un 8 quand on mélange comme ceci. On fait un 8 dans le fond de la casserole. Ce mélange se fait avec une spatule et non pas avec un fouet. Voilà, et là, j'obtiens quelque chose qui est beaucoup plus nappant. Alors, on ne le voit pas, sûrement pas bien à la caméra. Donc là, ma cuisson est terminée. Je peux sortir ma casserole du feu et je vais tout de suite chinoiser ma crème à travers un tamis. Il y a toujours des petits morceaux d'œuf qui coagulent malgré tout. Et là, on est sûr d'éliminer donc ces petits morceaux en faisant comme ceci. Je vais pouvoir maintenant repasser avec un fouet. Alors bien sûr, la crème est très chaude, donc on ne la laisse pas sans mouvement. On continue à la mélanger assez régulièrement. Là, je vais pouvoir y rajouter donc ma gélatine qui est ici. Donc c'est la masse de gélatine hydratée qui forme en gros une galette que je viens rajouter sans la faire fondre au préalable. Ce n'est pas utile ici puisque la préparation, la crème anglaise est très chaude. Donc elle va s'incorporer très facilement. Alors ça, c'est très important de mettre cette gélatine, sinon votre entremets ne va pas du tout gélifier. Et je vais pouvoir y rajouter mon caramel. Donc caramel qui est ici encore très chaud, mais qui a bien commencé à refroidir. Et ainsi, je permets de parfumer donc ma crème anglaise et obtenir le côté caramel de, au final, ma bavaroise. Voilà, on corne bien pour récupérer le maximum de caramel. Et on vient tout mélanger, tout bien dissoudre. Et avoir notre crème anglaise de base, donc de notre bavaroise, qui, elle est ici, est parfumée au caramel. Sans arôme, sans additifs, avec un caramel qu'on a fait donc nous-mêmes tout à l'heure. Voilà. Donc une fois que le mélange est bien homogène, on va laisser refroidir la crème anglaise à température ambiante, surtout pas de frigo. Je vous rappelle qu'il y a de la gélatine dedans. Si vous la mettez dans le frigo et que vous l'oubliez un peu trop longtemps, elle va gélifier, elle va devenir dure. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la garder à l'état liquide, mais à température ambiante. Donc dès que ça sera le cas, on se retrouve pour la suite de la recette. À tout à l'heure. On poursuit avec les poires, on revient dessus, donc elles ont bien refroidi dans le sirop. Je vais maintenant les attraper délicatement et les égoutter sur du papier absorbant. Le sirop de cuisson, bien sûr, vous ne le jetez pas, vous pouvez vous en servir
pour poncher par exemple l'entremets, entre autres, ou un gâteau quelconque. Vous le gardez au frigo pour une bonne conservation. Et si vous reste des poires, par exemple vous avez fait plus de poires qu'il ne vous en faut, bien sûr vous les conservez dans le sirop pour qu'elles se conservent correctement. Le sucre étant un conservateur, il faut que les sirops soient immergés que les poires soient immergées dans le sirop pour être bien conservées. Donc les poires, on les égoutte. Je vais prendre un petit papier absorbant pour les égoutter également sur le dessus. Les éponger. Alors on retire le maximum de sirop. Si on met du sirop dans la préparation, on va liquéfier la préparation et notre bavaroise aura une moins bonne tenue. Donc pensez à bien le faire. Et là on va pouvoir donc tailler. Alors, regardez la poire, elle est régulière en couleur, ça veut dire qu'elle est bien cuite. Elle est souple, elle ne va pas s'écraser dans mes doigts et donc elle est pochée à cœur. Et là je vais tailler donc des morceaux, entre autres des cubes. J'essaie d'être assez régulier, même si ces cubes seront mélangés dans la bavaroise. J'essaie d'être régulier pour avoir quelque chose de propre. Je vais également faire comme ceci à l'horizontale pour avoir des cubes encore plus réguliers, plus calibrés. Alors là j'ai plus de poires qu'il ne faut. Alors, je ne vais pas toutes les tailler. Et on va s'en garder également pour la décoration finale. Voilà. Donc là, j'ai une poire qui n'est pas très jolie. Je jette ce petit morceau et je garde tout ce qui est bien. Donc là, on en a assez pour monter notre entremets. Si les poires sont encore un petit peu tièdes, ici c'est le cas parce qu'on est en tournage aujourd'hui et bien sûr, je fais toutes mes étapes les unes après les autres. À la maison, vous pouvez plus les étaler et plus prendre de temps. Je les étale bien sur ma planche pour qu'elles terminent de bien refroidir. À savoir qu'il faut qu'elles soient parfaitement froides pour faire le montage de l'entremet. Et je peux également mettre par-dessus un papier absorbant au contact qui va me permettre d'absorber le restant de sirop qui est donc au contact des poires. Voilà, on laisse ça de côté. Ma crème anglaise au caramel est toujours là, elle est en train de refroidir tout doucement. Donc là nous sommes à 60 degrés environ. La température idéale à atteindre serait de 30 degrés, entre 25 et 30 degrés. Donc on laisse refroidir en remuant de temps en temps. Le biscuit cuillère est là, il est quasiment refroidi. Dès que tout est prêt, on se retrouve pour faire le montage donc de l'entremet. On poursuit avec notre bavaroise au caramel. Donc la crème anglaise est refroidie. Donc là nous sommes à une trentaine de degrés, 29 degrés précisément. Donc c'est très bien. Donc elle est à température ambiante. Je vais pouvoir monter ma crème fleurette qui était au frigo. Donc crème fleurette, une crème liquide à 35% de matière grasse. On va monter en crème fouettée. Donc au batteur tout simplement. C'est pas la peine de mettre le batteur à grande vitesse. Vous gardez à vitesse moyenne et ainsi vous pourrez mieux surveiller le foisonnement de la crème. Bien que je préfère l'arrêter un petit peu avant et le terminer à la main pour vraiment bien apprécier la texture de ma crème montée. Alors pendant que la crème se monte, on va préparer notre cercle. Donc sur une plaque à pâtisserie, j'y ai mis une feuille de papier sulfurisé et dessus je viens mettre donc un cercle inox, un cercle à mousse. Donc qui dit cercle à mousse dit cercle de 4,5 cm de hauteur, de diamètre 18. Je vais venir y mettre un ruban PVC de 6 cm. Alors la charlotte fera au total 8 cm, mais je mets ce ruban qui ne couvre pas la totalité des bords, mais qui quand même va servir à maintenir la charlotte le temps qu'elle fige au frigo. Alors je prends soin de prendre un morceau de ruban suffisamment long pour faire le tour bien sûr de mon cercle
et un peu plus, et je viens le couper donc. Les deux parties qui se chevauchent ici, alors on ne doit pas le voir bien à la caméra, mais ça se chevauche sur 3-4 cm. Alors ce ruban, je le prends, je viens le positionner à l'intérieur du cercle, bien sûr. Et je viens positionner un carton, dont un carton à gâteau. Alors souvent il y a un côté or et un côté noir. On le met dans le sens qu'on veut, mais au fond du gâteau, enfin, du cercle, il vous permettra bien sûr de déplacer l'entremet lorsqu'il sera terminé, sans risque de le casser, de le faire tomber, de l'abîmer. Voilà, on va attendre que la crème soit entièrement montée. Je remets ça de côté. Pendant ce temps, on va démouler notre biscuit. Alors, le biscuit cuillère, il est refroidi, il est toujours sur son papier de cuisson. Je vais venir le recouvrir avec une seconde feuille de cuisson et je vais retourner le tout et venir retirer donc la feuille de cuisson qui elle est collée au biscuit, mais en le faisant délicatement et à froid, toujours à froid, la feuille se décolle très facilement. Voilà. Et je vais venir maintenant le remettre à l'endroit. Alors ma crème est presque montée, j'arrête le batteur. Et ça a été assez vite. Alors je le remets à l'endroit. Là, je peux me permettre de le retirer de la grille maintenant. Et je vais venir donc découper mon biscuit aux dimensions de mon cercle. On terminera la bavaroise après, c'est pas très gênant. Donc, hop, je vais me positionner pour que vous puissiez bien me voir. Donc ici j'ai mon biscuit, ici j'ai mon cercle inox. Alors quand on fait une charlotte, comme toute charlotte, on doit mettre des biscuits à la cuillère qu'on a réalisé ici soi-même. Vous pourriez éventuellement faire des biscuits, acheter des biscuits à la cuillère dans le commerce et vous en servir pour réaliser cette recette et vous simplifier un petit peu la tâche. Mais toute charlotte a une couronne de biscuits sur tout le pourtour. Donc on va maintenant les détailler pour les positionner. Alors je vais prendre un couteau-ci, couteau à dents pour permettre une bonne découpe, une petite règle et je vais venir donc araser. Alors on me voit bien Gaëtan là, oui. Je vais venir araser le bout pour avoir une surface bien droite et je vais détailler mon biscuit à 8 cm. Je vais faire une petite trace au couteau ici, une petite trace au couteau ici. Pareil de l'autre côté, de façon à être bien droit. 8 et 8, 16. Et je vais venir donc découper avec mon couteau délicatement, en sciant, surtout pas en écrasant. C'est pour ça qu'on prend un couteau à dents. Voilà. Et la partie qui nous reste ici nous servira pour le fond de l'entremet. Alors pour le fond de l'entremet, on va prendre un cercle de diamètre 16, donc un peu plus petit que le cercle à mousse qui nous servira pour le montage. Étant donné qu'il y a tous les biscuits à la cuillère à la verticale qui seront au bord, il nous faut un fond d'un diamètre plus étroit. Voilà, et je m'en sers comme d'un découpoir. Comme ça, c'est facile à faire. Voilà, maintenant on va se concentrer sur notre cercle ici. Donc cette partie-là, je la garde de côté. Celle-ci, je peux m'en débarrasser. On s'en servira pour autre chose. Et là, je retrouve donc mes deux biscuits. Donc je vais venir tailler bien proprement. Je vais peut-être pas enlever carrément une bande, mais bien détailler bien proprement un côté. J'enlève sur 1,5 cm.
pareil de l'autre côté. Et je viens positionner mon biscuit donc à la verticale. Donc côté bien sûr, côté bombé avec le sucre glace à l'extérieur. Et je fais pareil avec le second biscuit. Alors qui lui va être trop grand. Et je vais venir le positionner et je vais le retailler sur place pour être sûr qu'il soit à la bonne dimension. Alors je viens les faire jointer. Est-ce qu'on me voit bien là? Oui. Bien jointer bord à bord. Et ensuite je viens positionner. Vous voyez, je ne suis même pas trop grand, je suis à la bonne taille. Et je viens les mettre bord à bord des deux côtés, de façon à ce que la jointure soit quasi invisible et qu'on obtienne donc quelque chose de bien régulier. Alors si le biscuit avait été trop grand, ça se peut de 1 ou 2 cm, avec un petit couteau ou un couteau d'office, vous coupez à la bonne longueur. C'est mieux que le biscuit soit jointé avec un petit peu de force pour ne pas qu'il y ait un écartement qui se crée par la suite. Et ainsi, il aura une meilleure tenue. Donc, je vous montre rapidement le résultat obtenu. Voilà. Ici, on voit la jointure. Vous voyez, il n'y a pas d'espace entre les deux biscuits. Pareil de l'autre côté, ici. Voilà. Et vu de dessus, Gaëtan, si tu veux voir, montrer, voilà, on obtient ceci. Alors maintenant, notre biscuit qu'on a taillé tout à l'heure au diamètre 16, je le retourne et je viens le positionner donc au centre. Et là, je le fais bien pénétrer jusqu'au fond. Alors, il rentre un petit peu en force, c'est normal. Dans l'idéal, il ne faut pas qu'il y ait de jeu, de vide entre le biscuit qui est positionné à la verticale et le biscuit du fond qui est positionné à l'horizontale. Voilà, on obtient ceci. Hop. Je vous ai parlé tout à l'heure du sirop des poires qu'on a poché, qui est ici. Je vais le récupérer et on va donc poncher notre biscuit avec ce sirop. Donc j'en récupère un tout petit peu dans un récipient. Voilà, on va venir l'aromatiser. Alors soit on le garde nature, soit on peut venir y rajouter un peu d'alcool de poire. Donc ici j'ai de l'eau-de-vie de poire que je viens rajouter. Alors la quantité d'eau-de-vie de poire, ça c'est vous qui jugez, c'est vous qui goûtez. Moi je fais un petit peu à mon goût, j'ai l'habitude. Il faut quand même qu'on le sente sans trop non plus en mettre. Ça dépend aussi s'il y a des enfants qui vont manger du gâteau ou non. C'est à vous de voir. Voilà, on mélange bien et on vient donc poncher le fond de notre biscuit à la cuillère. Voilà, on peut être généreux. Un biscuit bien ponché sera un biscuit fondant en bouche, sera un biscuit bien moelleux. Un biscuit qui ne sera pas ponché sera plutôt, même s'il est bien réalisé, même s'il est bien aérien, sera plutôt un petit peu étouffant à la dégustation. Donc n'hésitez pas à bien imbiber votre biscuit, surtout celui du fond. Les biscuits sur les côtés, on peut les imbiber également sur la partie intérieure, sans trop insister, pour ne pas que le sirop traverse et vienne humidifier notre sucre glace. Voilà, et pour imbiber les bords, on fait comme ceci, tout simplement. On positionne donc le pinceau et le biscuit fait le reste. Il fait effet éponge, il absorbe. Mais là, on reste sur une fine couche, surtout. Fait une couche de sirop. Voilà, je prends le temps d'en mettre partout. Alors, on a du biscuit sur les côtés, on a du biscuit sur le fond. On ne va pas charger en biscuit plus que ça. On va rester. On aurait pu mettre un étage de biscuit intermédiaire, mais non, on a assez de biscuits. Donc là maintenant, on va mettre notre mousse, notre bavaroise, pardon, caramel, notre insert à la poire, il ne faut pas l'oublier, il est toujours dans le congélateur, dans notre confit de poire qui lui va vraiment amener le goût du fruit frais, le goût puissant de la poire, et les morceaux de poire qui seront dans le bavarois également. Voilà, ça on peut le laisser de côté pour l'instant pendant quelques secondes. On va terminer
la bavaroise au caramel et on va faire le montage. Alors pour ma crème montée, alors, vous voyez, je l'ai montée tranquillement. Bon, là, je ne vais pas la fouetter plus que ça. Elle a une bonne tenue, elle a une texture de crème fouettée. On va pouvoir faire le mélange. Donc, je prends ma crème anglaise au caramel. Attention à la température. Là, je suis à 19 degrés. C'est parfait. La préparation n'est pas gélifiée parce qu'elle n'est pas froide, suffisamment froide. Je vais venir y mettre une partie de ma crème montée. Hop, je vais faire un pré-mélange au fouet. Alors le premier mélange, je le fais au fouet pour vraiment avoir une texture bien homogène. Là, le but est de mélanger, j'ai mis à peu près la moitié de la crème fouettée, et de bien mélanger et d'avoir une texture bien homogène qui se tient, qui n'a pas de grumeaux. Voilà. Là, je vais venir y rajouter le restant de la crème fouettée. Voilà. Sans en mettre partout. Et je peux soit finir le mélange avec une spatule, je peux rester aussi avec le fouet, mais là en faisant plus délicatement. Voilà, et on obtient donc notre bavaroise qui a une texture bien, une texture bien souple, bien sûr, qui va donc se gélifier en restant au frigo. Là, il y aura un passage au frigo de plusieurs heures une fois que que la charlotte sera montée. Et surtout avec une couleur légèrement ambrée, enfin légèrement brune. Et là, si vous goûtez votre bavaroise, il faut bien sûr qu'elle n'ait pas le goût amer. Si c'était le cas, c'est que votre caramel aurait été poussé trop fort en cuisson. Et donc, ça va être moins agréable à la dégustation. Vous voyez, ça a une texture très onctueuse. Voilà. Gaëtan, s'il te plaît, tu vas aller me chercher dans le congélateur le confit de poire. Alors là, on récupère tous les éléments. Donc on a la préparation bavaroise caramel, le biscuit cuillère qui est prêt dans son cercle inox. J'ai mis un ruban PVC de hauteur 6 tout autour. Merci. J'ai également mes poires pochées, taillées en cubes, qui ont bien été égouttées sur un papier absorbant. Et ici, j'ai mon petit insert donc, à la poire, qui lui est parfaitement gelé, que je vais dans un premier temps démouler. Alors, il est tellement gelé qu'il est collé à la plaque, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Alors, je vais venir le démouler. Alors, soit on utilise un chalumeau, on vient chauffer les bords, soit on le fait avec la paume de la main. Alors, c'est un peu froid, mais c'est pas très désagréable non plus. Juste réchauffer très légèrement le contour avec la chaleur de la main pour pouvoir donc démouler notre insert. Et là, en pressant, on voit si ça vient ou non. Ça vient pas, donc on continue. Voilà. Bon, à savoir que moi ici j'ai une cellule de refroidissement donc qui descend à moins 35 degrés environ. C'est pas le cas chez vous à la maison, vous êtes plutôt dans du moins 17, 18 degrés. Donc c'est normal que je sois un petit peu plus handicapé que vous à la maison. Mais vous, ça va se démouler beaucoup plus facilement. Voilà, bon, on insiste un petit peu. Et à force, voilà, ça vient. À force, voilà, l'insert se décolle. Et j'ai plus qu'à retirer donc le papier sulfurisé, papier film pardon, qui était dessous et qui me servait à obturer donc mon cercle. Alors faites attention, le papier a tendance à se déchirer lorsqu'il est congelé.
Donc faites attention de retirer toute la surface de papier film qui est au contact du confit de poire. Parce que si vous en laissez un morceau, ben, vous allez le retrouver lorsque vous allez déguster la charlotte. Et ce n'est pas souhaité. Ensuite, on va venir verser dans le fond de notre biscuit, notre charlotte, une première couche de bavaroise au caramel. Alors je vais remplir à peu près jusqu'à un tiers. Et je vais venir donc mettre mes morceaux de poire. Je vais bien les répartir. Qu'il y en ait vraiment dans toutes les rations. Lorsqu'on va découper la charlotte, il faut vraiment qu'il y ait des morceaux de poire bien répartis pour que chaque portion se retrouve avec des morceaux de poire pochés. D'avoir des parts équitables en garniture. Voilà, donc j'hésite pas à bien charger, qu'on retrouve bien le fruit frais, poché certes, mais frais, qu'on a voulu mettre dans la charlotte. Alors je répète, si vraiment vous ne voulez pas vous embêter, si vous voulez vous simplifier la tâche pour la réalisation de la charlotte, vous le faites avec des sirops, des poires au sirop que vous achetez dans le commerce. Ça sera un petit peu moins goûteux, mais ça sera pas mal aussi. Ensuite, je vais venir récupérer mon insert à la poire, alors qui est tout blanc parce que par le fait qu'il est congelé, mais en dégelant, il va retrouver son aspect normal. Donc je viens le positionner ici dessus. Je presse un petit peu en le faisant tourner pour vraiment chasser toutes les bulles d'air et faire remonter la préparation au caramel. Alors le fait d'avoir mis des poires à l'intérieur, des morceaux de poire, j'ai mon insert qui ne va pas couler et venir se poser au fond. Il est maintenu par les morceaux de poire. Donc ça déjà c'est très bien. Et ensuite je vais venir donc remplir, alors pas jusqu'en haut, mais bien jusqu'à 1 cm de hauteur ma charlotte. Et je vais venir ajouter des morceaux de poire également ici, qui eux vont prendre du volume, donc vont faire s'élever le niveau de ma bavaroise. Et une fois que je les aurai tous mis, s'il faut, je rajouterai un peu de bavaroise pour finir le dessus. Voilà, donc je viens positionner comme ça mes poires bien réparties. Bien réparties sur toute la surface de ma charlotte. Il n'y a pas de perte. Avec une pointe de couteau, je peux éventuellement les enfoncer un petit peu s'ils ont tendance à dépasser, qu'ils soient bien immergés. Voilà. Très délicatement. Et là, je vais pouvoir venir ajouter donc un petit peu de préparation pour vraiment terminer le remplissage de mon cercle. Alors j'évite de mettre de la préparation sur le biscuit, que ça reste propre. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'aurai la finition qui viendra par-dessus. Alors, vous voyez à l'image qu'il me reste de la préparation. Rassurez-vous, à la maison, quand vous allez faire la recette, si vous respectez la taille du cercle et les quantités que je vous donnerai, vous aurez la quantité vraiment pour une charlotte. Là, j'en ai un peu plus parce que j'en ai besoin pour autre chose à côté. Donc voilà, la charlotte est prête. Vous n'avez plus qu'à la mettre donc, au frigo pendant 2-3 heures pour une bonne gélification. Et ensuite, on se retrouve pour la suite et la fin de notre entremets du jour. À tout à l'heure.
On poursuit avec la finition pour décorer notre charlotte. On va faire des brisures de caramel. Pour cela, il nous faut du sucre en poudre et un petit peu de beurre. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va faire un caramel à sec. Donc je fais bien chauffer ma casserole pour démarrer. Et quand elle sera chaude, je vais donc mettre mon sucre progressivement dans la casserole jusqu'à caramélisation et ainsi de suite. Je rajoute du sucre jusqu'à ce que je n'ai plus. L'important est de faire un caramel sans adjonction d'eau. Je vais commencer à mettre un léger voile de sucre sur le fond de la casserole et on va laisser donc caraméliser tout doucement. Je rappelle, le sucre se transforme tout d'abord en sirop par les bords et ensuite progressivement il fond et il commence à colorer. Alors là encore pareil, hein, il ne faut pas faire un sucre, un caramel trop foncé. Vous auriez au bout du compte un caramel amer et d'un point de vue gustatif c'est pas ce qui se fait de mieux, donc évitez. Et donc on va vraiment y aller progressivement. Au départ là j'ai ma plaque sur une puissance de 10 sur une échelle de 12 pour amorcer la cuisson, mais après je vais baisser mon feu pour que le caramel colore progressivement. Donc là si on regarde, on peut voir que le sucre commence à fondre sur les côtés. Donc le sirop se part vers le centre en fait. Et au fur et à mesure, donc on peut commencer à le mélanger avec une spatule dès qu'il aura commencé un petit peu à caraméliser. Et on incorpore ensuite le restant. Il faut s'assurer vraiment que le sucre fonde. Il ne faut pas qu'il y ait des grains de sucre qui restent. Voilà, ma première couche de sucre est entièrement fondue. J'en rajoute une seconde et progressivement ce sucre va être absorbé et transformé lui aussi en sirop. C'est un sirop sans eau en fait. Et parce que le sucre contient naturellement à l'état sec de l'eau, de l'humidité. Et cette humidité est largement suffisante pour former notre caramel. Voilà, je vais baisser un tout petit peu mon feu pour éviter que ça s'emballe trop vite. Et là, je rajoute encore un peu de sucre. Et je termine avec le restant de sucre que j'incorpore. Voilà, je m'assure que le sucre soit entièrement fondu, qu'il n'y ait plus de morceaux, de grumeaux. Et lorsque c'est le cas, je vais y rajouter mon morceau de beurre. Alors ça, je vais le faire hors du feu. Je vais en quelque sorte décuire mon caramel. Je vais le graisser, lui permettre d'avoir une meilleure tenue à l'humidité ambiante. Et ensuite, on va le laisser durcir avant de le briser et de le mixer pour obtenir donc notre caramel de finition. Donc je rajoute mon bout de beurre. Alors, je mélange bien jusqu'à ce qu'il soit entièrement incorporé. Voilà, comme c'est une matière grasse, elle a un petit peu de mal à s'incorporer, donc on mélange longuement. Et ensuite, sur un papier sulfurisé ou une toile silicone, selon ce que vous avez à la maison, on vient verser donc notre caramel, comme ceci, pour qu'il refroidisse et qu'il durcisse. Voilà. Ça, vous pouvez également le faire à l'avance. Dans ce cas, vous le gardez une fois qu'il est réalisé dans une boîte hermétique à l'abri de l'air ambiant
pour qu'il puisse se conserver. Voilà, on le laisse donc refroidir. À tout à l'heure. Voilà, notre charlotte a pris le froid, donc elle est figée. On la retrouve ici. Maintenant, on va faire la présentation, on va faire la finition. Donc, je vais prendre le restant des poires pochées que nous avions donc pochées au préalable. Rappelez-vous. Je vais les émincer finement et les disposer donc sur la charlotte. Alors, je vais essayer de faire des tranches régulières. Ensuite, on va les disposer donc en rosace. Toutes les chutes, j'en veux pas, je veux que des jolies tranches. C'est pour ça que je démarre large. J'enlève un gros morceau et ensuite je taille des tranches qui font 2-3 mm d'épaisseur. Voilà, je vais faire pareil avec toutes les demi-poires. Et ensuite, on va venir donc les disposer sur l'entremets. Voilà. Alors c'est important que les poires soient bien égouttées pour éviter d'amener de l'eau sur la charlotte. Voilà, et là je vais venir donc disposer mes morceaux de poire délicatement. Alors je recouvre ici tout autour la partie biscuit, que la poire arrive vraiment à ras. Et c'est un peu comme si on rangeait des pommes sur un fond de pâte. Lorsqu'on fait une tarte aux pommes, on les range délicatement. Voilà. Alors c'est fragile, on essaye de manipuler ça avec précaution. Alors je vous rappelle à la maison, si vous voulez faire cette recette en vous simplifiant un tout petit peu la tâche, optez pour des poires au sirop que vous achèterez directement dans le commerce. Ainsi vous avez l'étape de pochage des poires en moins. Voilà, je vais disposer donc les tranches délicatement pour finir mon tour. Voilà, comme ceci. Avec le restant des poires, on peut venir faire un second tour ici au centre. Voilà, au centre, j'essaie de les disposer en les repliant un petit peu, de façon à ce qu'elles occupent tout l'espace. Et en fait, en les repliant,
elles restent pas à plat et ça leur donne un petit peu de volume, ce qui n'est pas vilain du tout. Voilà, et je vais jusqu'au bout. Vous voyez, on avait poché au départ 5 poires. Il faut bien les 5 poires pour réaliser donc une charlotte. 5 poires, ça vous fait 10 demi-poires. Et voilà, tout simplement. On termine comme ça. Ensuite, ces poires, on va les protéger. Les protéger de quoi? De l'air ambiant. Si votre charlotte reste au frais pendant plusieurs heures, mais la surface des poires va s'abîmer, étant donné qu'elle est au contact de l'air. Donc on va la protéger avec un nappage. C'est le rôle premier du nappage, la protection d'une tarte, que ce soit une tarte aux fraises, une tarte aux pommes, une tarte aux fruits, oui, voilà, j'ai ma casserole. Alors pour cela, je vais utiliser du nappage blond. Hop, hop, avec des reflets, nappage blond, donc qui est à base de confiture, enfin d'abricot à la base. Pour ça qu'on l'appelle souvent nappage blond abricotine. Alors il n'a pas vraiment le goût d'abricot, mais il est issu de l'abricot. Donc on va le faire fondre avec un tout petit peu d'eau que je rajoute comme ça, la valeur de 2-3 cuillères à soupe. Et là on va le faire chauffer et on va bien le fouetter pour obtenir donc un nappage bien lisse, sans grumeaux. Et ensuite on viendra l'appliquer avec un pinceau, juste délicatement sur les poires. Il faut l'appliquer bien chaud pour que celui-ci reste bien liquide lors de l'application. Et ensuite en refroidissant, il va se refiger. C'est un nappage, ce qu'on appelle thermoréversible, c'est-à-dire que quand on le fait chauffer, il fond, quand il refroidit, il redurcit, et ainsi de suite. On peut le refaire fondre, et pour l'excédent qui va rester dans la casserole, on pourra le refaire fondre, le réutiliser. Voilà, donc là, je vais l'amener jusqu'à l'ébullition. Alors au début, il a du mal à fondre, c'est normal. C'est pour ça qu'on y met un petit peu d'eau, comme ça il se dissout parfaitement bien. Avec l'ébullition, il fond entièrement. Alors, on n'est pas à l'ébullition encore, donc c'est normal qu'il y ait encore des grumeaux. Et voilà, on y est presque. Donc une bonne ébullition bien franche. Donc c'est un nappage qui reste translucide, donc qui apporte du brillant et qui protège donc les fruits. Et là on vient l'appliquer donc en déposant délicatement sur les fruits. On évite de repasser là où on est déjà passé pour éviter d'abîmer la surface du nappage qui a tendance à refiger assez rapidement. Voilà, on aurait pu utiliser à la place du nappage blond un nappage miroir neutre. Un nappage neutre, pardon, à froid. Et donc on l'applique comme ça tout doucement. Le nappage neutre à froid s'applique, se fait réchauffer très légèrement au micro-ondes. Il est déjà très souple et s'applique de la même façon.
au pinceau. Donc le nappage, bien sûr, qu'on a en trop, on le récupère, on peut le réutiliser à volonté. Donc pour l'instant, nous en sommes à ce stade. Il reste encore une petite étape. Je vous rappelle que nous sommes sur une charlotte poire caramel. Donc on a fait un caramel tout à l'heure que l'on va utiliser maintenant. On va tout simplement le broyer. Donc il a bien durci. Je le mets dans mon robot. Alors ce caramel, vous pouvez le faire, le garder dans mixer dans un pot hermétique avec un petit couvercle, hors du frigo bien sûr, à température ambiante, et vous le mettrez le caramel sur la charlotte seulement au moment de servir aux convives, pour éviter que le caramel ne prenne l'humidité, même s'il y a du gras dedans, du beurre, à force il prendra l'humidité, il va fondre, se liquéfier. Donc dans l'idéal, vous le faites, vous le mettez sur le gâteau au dernier moment. Voilà, jusqu'à obtenir donc une brisure de caramel, comme ici. Et là, je vais venir donc disposer délicatement. Je viens parsemer sur le dessus. On peut mettre aussi sur les bords du caramel broyé. Et attends, s'il te plaît, tu pourras m'attraper un plat de service, un présentoir sur pied, devant toi là en haut, tu vas l'avoir. Oui, c'est bien. Oui. Voilà, et je viens donc disposer mon caramel tout autour. Alors, je répète, merci. À la dernière minute, vous venez le mettre. Et là, je le mets vraiment sur la bordure. Alors, il adhère tout seul du fait qu'il y ait le nappage. Le nappage nous sert un petit peu de colle. Et donc, le caramel adhère vraiment tout seul sur le bord. Et voilà. Et quand on a fait ça, eh bien, l'entremets est terminé. Il n'y a plus que le mettre sur le plat de service et à le porter à table. Alors, je fais un peu de rangement. Le plat de service. On va prendre un plat de ce type-là. Je vais prendre ma charlotte délicatement avec 2 palettes. Alors, je vous rappelle, dessous, on avait mis un carton or qui nous aide bien pour le transport de la charlotte sans encombre. Ensuite, on va retirer donc délicatement le cercle en le faisant glisser vers le haut. Voilà, le ruban PVC y suit en même temps. Très bien. On retire le tout. Et nous obtenons donc notre charlotte. Alors à la maison, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à décorer votre charlotte avec un ruban, avec un gros nœud, ou la laisser tout simplement telle qu'elle est là. Donc, hop, voyons le résultat. Vu du dessus, vu du côté. Et voilà donc ma charlotte poire caramel terminée. Donc vous n'avez plus qu'à la garder au frais vraiment jusqu'à la dernière minute, que le cœur reste bien froid pour ne pas qu'il y ait de soucis au découpage, et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, c'était donc la charlotte à l'occasion des 20 ans de meilleur du chef. Donc je vous rappelle, c'est une charlotte qui est sur le site depuis quelques années, qui plaît beaucoup à nos internautes et que j'ai voulu faire en vidéo pour vous la présenter et la modifier très légèrement. J'ai rajouté donc au centre un insert à la poire, un insert fait d'un confit de poire,
Et j'ai supprimé le biscuit au chocolat qui était au fond. Il y avait un biscuit au chocolat qui n'avait pas trop d'intérêt. Et voilà, et la présentation qui est un petit peu différente au final. C'est fini pour ce soir, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez tous soin de vous bien sûr. Et on se retrouve très vite pour une prochaine recette. A bientôt, au revoir.